Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez cette émission, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir nos invités d'aujourd'hui, le professeur Richard Wolff et le professeur Prabhat Patnaik. Il s'agit du troisième épisode de notre série de discussions Wolff-Patnaik sur India and Global Left. Aujourd'hui, nous allons discuter de la guerre et du capitalisme, dans le contexte de la guerre non provoquée qu'Israël et les États-Unis ont imposée à l'Iran. Donc, si nous pouvons commencer, professeur Wolff, avec vous, quelle est votre impression générale de cette guerre non provoquée que les États-Unis et Israël ont imposée à l'Iran? Eh bien, laissez-moi commencer. Si ma mémoire est bonne, Marx a un jour écrit que le capitalisme entre dans ce monde en dégoulinant de sang par tous les pores. Et la façon dont je comprends ce qui se passe, permettez-moi de prolonger le commentaire de Marx en disant qu'il semble que le capitalisme s'en aille de la même manière qu'il est arrivé. C'est un mariage tragique et horrible entre le capitalisme et une violence massive qui, à mon avis, devrait être au premier plan des préoccupations des gens. On parle beaucoup ici, en Occident, de la possibilité que tout cela soit le début de la Troisième Guerre mondiale. Les gens tiennent ce genre de discours. Des articles sont écrits, des tables rondes et des conférences sont organisées. Si cela s'avérait vrai, cela signifierait que le capitalisme tel que nous le connaissons, dans sa forme moderne au XXe et XXIe siècle, a engendré 3 guerres mondiales, un niveau de violence jusque-là inconnu. Ce dont le capitalisme en tant que système devrait avoir honte et se poser la question fondamentale que vous soulevez, à savoir, quel est le lien entre le capitalisme, sa manière de fonctionner, sa façon de se développer d'une part, et la violence massive d'autre part. Et je ne mentionnerai pas les détails. Le largage des armes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, le fait que les armes nucléaires soient à nouveau évoquées malgré tout ce que nous savons de ce qui s'est passé au Japon. Et je pourrais continuer. Pour moi, cet acte est celui d'un gouvernement désespéré, dont l'empire décline chaque jour, dont les problèmes économiques s'aggravent de mois en mois. Je voudrais conclure cette introduction en rappelant 2 réalités telles que je les perçois. M. Trump a été élu en grande partie parce qu'il a promis, à maintes reprises, de mettre fin aux guerres sans fin au Moyen-Orient. Il l'a dit tellement de fois qu'aujourd'hui encore, à la télévision américaine, on peut voir des extraits de ses nombreuses promesses en ce sens. Il a affirmé qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine, cela ne lui prendrait qu'une journée, et qu'il mettrait fin à la guerre entre Israël et le reste du Moyen-Orient, cela lui prendrait une semaine. Nous en sommes maintenant à 6 mois de son mandat présidentiel, et il n'a fait ni l'un ni l'autre de ses choix. De toute évidence, dans l'esprit de tous, la paix est plus lointaine aujourd'hui qu'elle ne l'était le 20 janvier, lorsqu'il est entré en fonction, sans qu'on voie la moindre issue. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est qu'au moins depuis la fin de la guerre du Vietnam en 1975, les États-Unis ont tiré la conclusion qu'ils ne pouvaient pas mener de guerre terrestre avec des troupes en Asie, ni probablement ailleurs, parce que le peuple américain ne le soutenait pas. Peu de temps après le début d'une telle guerre, l'opposition grandirait et le gouvernement ne pourrait pas l'arrêter. La deuxième déduction qu'ils ont faite, c'est que d'un point de vue économique, un grand nombre de troupes n'est ni nécessaire ni souhaitable. Une manière bien plus intéressante de mener la guerre était de la faire servir les besoins de ce que nous appelons en économie le keynésianisme militaire.
d'immenses subventions d'argent public pour le complexe militaro-industriel. La guerre du Vietnam pour les entreprises américaines était une bonne affaire, tout comme la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak et la guerre en Ukraine. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'envoyer des troupes. On peut fabriquer les missiles, les avions, les drones et tout le reste, offrant ainsi une énorme subvention aux forces économiques qui soutiennent le capitalisme grâce à une sorte de socle constitué par les achats massifs et le soutien du gouvernement. Et cela constitue une béquille pour un empire capitaliste qui, sans la guerre, la préparation à la guerre et l'expérience périodique de la guerre, serait bien plus avancé dans son déclin. Professeur Patnaik, si vous pouviez partager votre déclaration liminaire avant que je ne revienne sur ce que le professeur Wolf vient de dire au sujet du rôle central du complexe militaro-industriel dans la mise du capitalisme au cœur du sujet de discussion, le capitalisme et la guerre. Mais avant cela, pourriez-vous nous donner votre impression générale sur cette guerre? Oui, vous savez, j'aimerais ajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le professeur Wolf, mais je voudrais simplement ajouter un point. Vous voyez, la guerre, bien sûr, est inévitable sous le capitalisme. Le socialiste français Jean Jaurès a dit que le capitalisme porte en lui la potentialité de la guerre, comme les nuages portent la potentialité de la pluie. Or, même cela ne va pas assez loin à mon avis. Je pense que les guerres ne sont pas seulement probables sous le capitalisme, elles sont inévitables sous le capitalisme. Mais les guerres capitalistes sont fondamentalement différentes des guerres qui ont eu lieu à l'époque pré-capitaliste. Marx a une remarque très célèbre à propos du paysan indien qui continue de cultiver son misérable lopin de terre, alors que des batailles font rage à proximité, où se décident les destins de grands empires. Et pourtant, le paysan persiste à cultiver son misérable lopin de terre. En d'autres termes, les guerres féodales étaient des guerres entre rois. Elles ne faisaient que déterminer qui s'appropriait le surplus de la paysannerie. Mais elles n'avaient pas d'incidence sur la vie des paysans. Il importait peu aux paysans que ce soit A ou B qui s'emparent du surplus. Mais le capitalisme, en ce sens, est fondamentalement différent, car il oblige le paysan à produire des marchandises. Il contraint le paysan à produire la marchandise A plutôt que la marchandise B pour son propre usage. Cela oblige le paysan à vendre sa production sur le marché, et cela force un ajustement de l'économie des terres lointaines aux exigences de la métropole. Ainsi, il ne s'agit plus seulement d'approprier le surplus, il s'agit de transformer complètement la nature des régions et des sociétés périphériques en les rendant accessoires aux régions métropolitaines. Par conséquent, les guerres capitalistes sont des guerres qui touchent nécessairement les populations. Ce sont des guerres où le paysan ne peut pas continuer à cultiver son maigre lopin de terre pendant que la guerre fait rage, car celle-ci l'affecte directement. Or, une grande partie de l'économie passe à côté de cela. Une grande partie de l'économie considère en fait le capitalisme comme un système d'équilibre, où tout est équilibré, etc. Mais ce n'est pas le cas. Le capitalisme empiète nécessairement sur les régions périphériques. Il empiète partout. Il transforme la vie des gens partout. C'est donc un système qui intervient frénétiquement dans la vie des gens. Et la guerre en est l'issue inévitable. Vous voyez, Lénine avait parlé de la guerre comme étant inévitablement produite par la rivalité interimpérialiste. Mais même lorsqu'il n'y a pas de rivalité interimpérialiste, comme c'est le cas actuellement, comme l'a très justement dit le professeur Wolf, un impérialisme mourant, un impérialisme en crise, tente désespérément d'imposer sa volonté au reste du monde en leur imposant des guerres. Et cela a une dialectique extrêmement dangereuse.
Professeur Wolf, n'hésitez pas à commenter tout ce que le professeur Patnaik a dit. Mais si je peux me permettre d'ajouter ma question ici, en reprenant là où vous vous êtes effectivement arrêté, il s'agit au moins d'ouvrir la discussion sur le complexe militaro-industriel aux États-Unis. Une grande partie du débat sur la guerre se limite aux lobbies pro-israéliens et aux néoconservateurs aux États-Unis. Mais peu de choses ont été dites par les commentateurs géopolitiques sur l'énorme machine de guerre que les États-Unis abritent au sein de leur complexe industriel. Je voudrais simplement donner quelques chiffres à nos téléspectateurs. Même si la production industrielle représente environ 10% de l'économie des États-Unis, cela reste un chiffre énorme, étant donné que l'économie américaine s'élève à environ 30 000 milliards de dollars. J'ai effectué quelques calculs à partir des données du Bureau of Economic Analysis et de celles du CIPRI. En ajoutant l'aérospatiale, la cybersécurité, les semi-conducteurs, la logistique et les services de défense, j'ai constaté qu'environ 20% de la production industrielle des États-Unis provient du complexe militaro-industriel. Sur le budget de la défense d'environ 1 000 milliards de dollars, près de 40% sont alloués à 5 grands sous-traitants de la défense: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon, etc. Et pour ajouter enfin, le secteur de l'emploi généré par ce complexe industriel est également immense. Il emploie près de 300 000 personnes, en plus des 2,8 millions de membres des forces armées sous l'autorité du gouvernement, ce qui inclut les forces de réserve. Ce que je veux dire en fait, c'est qu'à une époque où l'économie américaine est, disons, sous assistance respiratoire, et où cette économie surfinanciarisée est incapable de produire de bons emplois. Et par bons emplois, j'entends des salaires permettant d'atteindre un niveau de vie décent. Cette gigantesque machine de guerre est absolument essentielle pour maintenir l'économie à flot. Si tu peux reprendre à partir de là et nous parler de l'importance de ce complexe militaro-industriel qui alimente cette guerre, ce serait parfait. D'accord, laissez-moi répondre à votre question, mais permettez-moi de rendre à César ce qui appartient à César. L'un des économistes marxistes américains qui m'a enseigné lorsque j'étais jeune s'appelait Harry Macduff, qui, avec Paul Sweezy, a créé la revue Monthly Review qui existe toujours, ainsi que la maison d'édition, et une forme de marxisme indépendant, si vous voulez, ici aux États-Unis, depuis la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, Macduff a soutenu, avec de nombreuses preuves à l'appui, qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il régnait une grande et profonde peur parmi les élites capitalistes américaines. Et cette crainte, pour faire court, était que la guerre, et la guerre seule, avait mis fin à la Grande Dépression. C'était une opinion très importante et largement répandue à l'époque. La dépression avait dépassé tout ce que l'on pouvait imaginer quant à la gravité d'une crise économique. Les années 1930, du moins en Occident, sont considérées comme le plus grand effondrement du capitalisme de son histoire. 2008 et 2009 ont été un choc immense. 2020 aussi. Et donc, d'une certaine manière, nous revenons aux grandes crises du passé. Mais même en tenant compte de celle-ci, les années 1930 ont été un effondrement, commencé en octobre 1929 et qui n'a vraiment pris fin qu'au début des années 1940, du moins aux États-Unis, lorsque les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, après avoir connu, de façon inattendue, l'effondrement le plus grave du capitalisme de son histoire, un effondrement qui n'a pas très bien réagi à la relance budgétaire et monétaire massive et inhabituelle que représentait le New Deal, la grande crainte était que la guerre, la Seconde Guerre mondiale, entre 1941 et 1945 environ,
ait été la seule chose à résoudre le problème du chômage et l'effondrement du capitalisme. Lorsque l'État est intervenu et a fait deux choses. Il a pris la moitié des chômeurs et les a mis en uniforme, je parle ici symboliquement, et l'autre moitié a trouvé du travail à fabriquer les uniformes, les armes, les balles, les avions, etc. Je vous raconte cela parce que, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la grande angoisse était que le retour des soldats et la fin de la guerre replongent l'économie dans la Grande Dépression dont elle était sortie. Par conséquent, il était nécessaire que le gouvernement intervienne à grande échelle. Mais la droite, la classe capitaliste, était très inquiète de tout cela, car des gouvernements puissants dans une société qui, au moins en parole, adhère au suffrage universel, pourraient devenir un gouvernement du peuple, isolant la minorité des employeurs. Ils ont donc commencé à se débattre avec cette contradiction. Il faut que le gouvernement intervienne pour soutenir ce capitalisme. Mais on ne peut pas tolérer que le gouvernement ait le pouvoir de faire ce que nous venons de dire qu'il doit faire. Comment résoudre cette contradiction? Eh bien, la réponse se trouve dans la politique américaine des 75 dernières années, au cours desquelles, très soigneusement, le gouvernement a été réduit, diminué, retiré de tout ce qui ressemblait à un soutien massif au peuple. Et cela s'est concentré plutôt sur le secteur militaire. C'est ainsi que le gouvernement stimulerait l'économie sans pour autant créer une base électorale favorable à ce qu'il fasse quelque chose de radicalement différent. Cette tension demeure aujourd'hui. Les démocrates étaient le parti qui allait un peu plus loin en faisant en sorte que le gouvernement fournisse des programmes sociaux. Les républicains étaient les partisans de la discipline, cherchant à réduire cela. Et rien n'illustre cela plus clairement aujourd'hui que le spectacle d'Elon Musk, licenciant des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux qui mettent en œuvre des programmes sociaux, tandis que le budget militaire passe de 800 milliards à 1000 milliards de dollars, ou quel que soit le chiffre exact. Je pense donc que la façon dont je répondrai ou compléterai ce que dit le professeur Patnaik, c'est qu'il a tout à fait raison. Mais la manière particulière dont le capitalisme procède est de produire ce budget gouvernemental extrêmement déséquilibré, lié au complexe militaro-industriel. Le gouvernement soutient ainsi la rentabilité et la croissance économique du secteur de la défense. Nous nous trouvons, par exemple, dans un moment très difficile, et tous les programmes que le gouvernement met en place pour la majorité de la population sont en train d'être supprimés, sauf la défense, qui est radicalement, je veux dire, c'est comme si nous avions écrit un scénario et que le gouvernement le suivait à la lettre. Dernier point. Même aux États-Unis, et même avec ce que je viens de dire, il existe toujours le risque que l'énorme somme d'argent dépensée pour l'armée soit un gaspillage, une subvention qui ne fait que générer des profits. C'est pourquoi il faut de temps en temps une guerre. Ce n'est pas qu'il faille la gagner. Ce n'est pas qu'il faille une bonne justification. On peut en réalité inventer n'importe quelle justification. Car le véritable objectif est de renforcer l'idée que l'engagement disproportionné du gouvernement en faveur de la défense est d'une certaine manière nécessaire et justifiable. C'est pourquoi une statistique sur laquelle je vais conclure, et qui est assez bien connue aux États-Unis, n'a aucun effet politique. Voici la statistique. Si l'on prend les dépenses des États-Unis en matière militaire et de défense, elles sont supérieures au total cumulé des dépenses de défense des 9 pays suivants après les États-Unis. Si l'on classe tous les pays selon leurs dépenses de défense, les États-Unis dépensent plus que les 9 pays suivants, parmi lesquels figurent la Russie, la Chine et les alliés du G7 des États-Unis.
On ne pourrait pas avoir une démonstration plus flagrante de l'absurdité de cette situation. Et pourtant, cela n'a aucun effet, car cela a été intégré à la culture politique du pays. Ainsi, la plupart des gens ne peuvent pas penser en dehors du cadre que cette histoire particulière a créé au cours des 70 dernières années. Professeur Patnaik. Eh bien oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, l'un des principaux arguments du livre Le Capital monopoliste de Baran et Sweezy était que les dépenses militaires des États-Unis soutenaient non seulement l'économie américaine, mais en réalité, elles soutenaient l'ensemble du système capitaliste mondial. Car évidemment, si les États-Unis prospèrent, presque au plein emploi, grâce aux dépenses militaires, cela a également des effets multiplicateurs sur le reste du monde capitaliste. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le professeur Wolf vient de dire. J'aimerais simplement ajouter que l'on observe le complexe militaro-industriel et l'essor des dépenses militaires, en particulier aux États-Unis, même si désormais les dépenses militaires augmentent aussi dans le reste du monde capitaliste. L'Allemagne, qui n'était pas autorisée à avoir des dépenses militaires pendant la période d'après-guerre, commence maintenant à consacrer une part importante à sa préparation militaire. Et c'est quelque chose que je trouve assez inquiétant. Mais tout cela, je crois que toute cette militarisation qui se produit dans le capitalisme est en réalité insérée ou intégrée dans la dynamique globale du système, dans lequel le système cherche sans cesse à acquérir des territoires, à conserver des territoires, à se défendre contre les mouvements de libération nationale et à se défendre contre les luttes des peuples du monde entier pour se libérer de son hégémonie, et ainsi de suite. C'est essentiellement un système impérialiste, et l'impérialisme est aujourd'hui assiégé par des révoltes populaires. Vous voyez, au XIXe siècle, à part quelques révoltes sporadiques comme la révolte des Sipais en Inde en 1857, on avait généralement une situation où il n'y avait pas un tel élan de rébellion contre l'hégémonie de l'impérialisme comme c'est le cas aujourd'hui. Car, après tout, la décolonisation a eu lieu, et même si, économiquement, on impose la volonté impériale à travers le néolibéralisme, cela n'est pas toujours suffisant. Les peuples cherchent sans cesse à se libérer du carcan néolibéral. Certains pays font exception et on les appelle des États voyous, etc. Donc, vous savez, nous vivons désormais dans un monde où le capitalisme ou l'impérialisme fait face à toute une série de défis. Et si tel est le cas, alors chaque fois, il existe une dialectique en son sein que je voudrais simplement mentionner très brièvement. Supposons qu'il se produise demain en Iran un changement de régime et qu'un nouveau régime arrive, qui soit, disons, plus proche de l'impérialisme. Imaginons que l'Iran devienne un État client. Mais cela ne serait pas tout à fait suffisant, car alors vous allez dire, eh bien, la Chine est une menace et la Chine encourage le terrorisme. La Chine est une menace. Par conséquent, nous devrions agir face à la Chine. En d'autres termes, chaque défense de la frontière, qu'elle réussisse ou non à défendre la frontière, conduit en réalité à la prochaine défense de la frontière, au prochain poste sur la frontière. Ainsi, on se retrouve véritablement dans une situation où il existe soit une tendance à revenir vers une domination mondiale totale par l'impérialisme, soit une crainte d'une guerre mondiale. Donc soit vous avez la domination mondiale par l'impérialisme, soit une guerre mondiale si vous êtes réellement prêt à utiliser des armes nucléaires contre vos adversaires, contre des peuples, je veux dire contre le régime iranien ou tout autre régime de ce type. Dans ce cas, vous risquez une guerre mondiale. Je pense donc que le désespoir de l'impérialisme,
le fait qu'il soit aujourd'hui véritablement assiégé, entouré de défis provenant de toutes sortes de sources. Le mois dernier, nous avons par exemple discuté de la question des BRICS. Vous avez un ensemble de pays qui ne se prêtent pas vraiment au contrôle impérial, et cela crée une sorte de paranoïa dans l'esprit des impérialistes. Et je trouve cela extrêmement dangereux, car à moins d'une domination mondiale totale, il y a toujours la menace de repousser la frontière et de risquer une guerre mondiale. Oui, et si je peux ajouter quelque chose, je pense que les preuves de cela, de ce que le professeur Patnaik vient de dire, sont partout. Dès que vous le comprenez, vous le voyez alors. C'est un peu l'inverse de l'empirisme, où l'on ne comprend que ce que l'on voit. Non, on ne voit que ce que l'on comprend. Cette dialectique est à l'œuvre. Israël et l'Iran, je veux dire. Israël est l'avant-poste de l'impérialisme occidental, et il faut leur donner l'espace nécessaire pour exercer cette hégémonie. Ils l'avaient plutôt bien fait par des moyens militaires, mais il est désormais assez clair que leur propre définition de leur puissance militaire était largement exagérée par rapport à ce que leur armée est réellement capable de faire. Et c'est l'inverse pour l'Iran, ils découvrent maintenant cette réalité, et cela va raviver leur paranoïa une fois de plus. Vous savez, l'idée que l'objectif en Iran se limitait simplement aux 3 sites nucléaires est à mon avis totalement ridicule. D'abord, on ne peut pas empêcher des gens de développer des armes nucléaires de cette manière. Les Iraniens peuvent le faire d'une douzaine de façons différentes. Et si vous fermez celui-ci, ils en trouveront un autre. S'ils ont des difficultés, ils ont des alliances très étroites avec la Russie et la Chine qui peuvent le faire pour eux. Quelle est cette idée folle que l'Occident se fait, qu'il a le droit de faire cela, qu'il y a une sorte de légitimité à agir ainsi? Il ne peut pas le faire. C'est pourquoi c'est un acte de frustration. C'est presque comme s'ils étaient convaincus de pouvoir freiner ce qui est désormais un siècle et demi de changements anticoloniaux dans le monde. Ils n'y parviendront pas plus que les Britanniques, les Français, les Néerlandais ou les autres n'ont pu le faire. C'est terminé. Et si vous êtes le dernier à vous accrocher, eh bien, cela expliquera pourquoi vous êtes aussi désespérés que manifestement les Israéliens le sont, vu ce qu'ils font à Gaza. C'est le comportement d'une situation absolument désespérée qui empire, menant à des actes toujours plus horribles. Et pour moi, à un certain moment, je me demande, n'y aura-t-il pas un sentiment assez largement partagé dans le monde que ce que je viens de dire est vrai? Ne nous en rapprochons-nous pas de plus en plus? Et je dis cela ici, aux États-Unis, je vous parle depuis New York, qu'ici aussi aux États-Unis, les questions sont posées d'une manière que je trouve très intéressante. Ils n'osent pas encore tout affronter, mais ils posent des questions. Que signifie le fait que les États-Unis, qui se présentaient comme les critiques de la Russie pour avoir envahi l'Ukraine, envahissent maintenant l'Iran? Je veux dire, même ici aux États-Unis, la question est posée. N'est-ce pas incohérent? N'est-ce pas hypocrite? N'est-ce pas injustifié? Même des politiciens républicains et démocrates ressentent le besoin de le dire. Je compense parfois ma tristesse face à l'état du monde par un sentiment inverse, celui que la prise de conscience de cela se développe aussi. Et c'est peut-être là qu'il y a un peu d'espoir. La nuit dernière, j'ai fait un rêve. Des bombardiers iraniens utilisaient des bases cubaines pour bombarder les montagnes du Colorado parce qu'apparemment, Donald Trump y avait entreposé des armes nucléaires. Et je viens de réaliser que cela devait être un rêve, car les États-Unis n'ont pas à craindre cela. Leurs réacteurs nucléaires ne devraient pas être stockés dans le Colorado. Mais cette plaisanterie mise à part, je voudrais orienter cette conversation. Professeur Patnaik,
un peu vers un sujet que presque tous les analystes et experts en processus d'affaires que j'ai lus ont négligé, à savoir la technologie. Il s'agit en réalité d'une guerre économique qui a été imposée non seulement à l'Iran. Contre l'Iran, je pense qu'il s'agit d'une guerre politique, culturelle et économique. Mais c'est surtout une guerre économique imposée au Sud global. Et je pense que je voudrais aborder cette discussion en commençant par le marché des devises. Car ce que nous avons constaté, c'est qu'immédiatement après le bombardement, il y a eu une chute massive du won sud-coréen, de la roupie indienne, de la roupie indonésienne, du peso à travers l'Amérique latine et les Philippines, du baht thaïlandais et un renforcement du dollar. En fait, PIMCO, les gestionnaires de fonds spéculatifs et d'autres détenaient des positions longues sur ces devises des marchés émergents après le fiasco des droits de douane, car ils voyaient que le dollar baissait et que les devises des marchés émergents montaient. Mais ce qui s'est effectivement produit, c'est une chute massive des devises des marchés émergents, ce qui signifie que les capitaux en sortent. Et je pense que cela a d'énormes implications pour le Sud global. C'est en réalité une guerre économique contre le Sud global. Si vous pouviez expliquer l'impact des guerres impérialistes en général sur le Sud global, en raison de l'incertitude qu'elles créent, et comment cela favorise généralement le Nord global, cela nous serait d'une grande aide. Vous savez, il est ironique qu'après l'effondrement de la bulle immobilière aux États-Unis, lorsque l'économie américaine a soudainement été confrontée à une crise, le dollar se soit renforcé. Ce sont en réalité les monnaies du Sud global qui ont toutes chuté, car il y a eu un afflux de capitaux vers les États-Unis. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'il y a de l'incertitude, de la peur ou du doute dans l'esprit des financiers quant à ce qui se passe dans le monde, ils se précipitent toujours, pour ainsi dire, chez eux. Et ce chez eux, c'est vraiment les États-Unis, et la monnaie de référence, c'est le dollar. Donc, même si quelque chose fait par les États-Unis provoque ce genre de peur, dans ce cas, le dollar se renforce. Donc en réalité, et notez bien que cela ne concerne pas seulement la finance américaine, c'est la finance partout dans le monde. En fait, le problème, voyez-vous, quand j'étais enfant, disons 5 roupies s'échangeaient contre un dollar. Aujourd'hui, il faut 85 roupies pour un dollar. Et ce n'est pas parce que l'inflation en Inde a réellement provoqué l'effondrement de la roupie. Au contraire, c'est l'effondrement de la roupie qui a entraîné l'inflation. Et l'effondrement de la roupie est bien sûr dû au fait que les riches du Sud global souhaitent généralement transférer leurs richesses vers le Nord global, qu'ils considèrent comme sûr. Cette tendance devient particulièrement marquée lors des périodes d'incertitude, lorsque leurs craintes s'intensifient. Par conséquent, il faut vraiment comprendre que des crises de ce type, des guerres de ce type, sont désastreuses pour le Sud global, indépendamment même des implications militaires, ne serait-ce que sur le plan économique. Si votre monnaie s'effondre, comment pouvez-vous honorer vos obligations en matière de dette? Un grand nombre de pays du Sud global sont confrontés à des problèmes d'endettement, et la valeur réelle de la dette augmente donc dans la monnaie locale, ce qui signifie aussi en termes de biens et de services que vous devez fournir. Cela devient encore plus grave dans des périodes comme celle-ci. Par conséquent, cela a des conséquences extrêmement oppressives pour les économies du Sud global et en particulier pour les économies les plus vulnérables de cette région. Vous avez mentionné que la roupie indienne s'est effondrée. Enfin, pas effondrée, mais elle baisse. La monnaie sud-coréenne baisse, et d'autres devises, bien sûr, baissent également. L'Inde, pour l'instant, malgré la chute de sa monnaie, dispose de suffisamment de réserves pour résister en partie à la pression. Mais pensez à des pays comme le Sri Lanka. Pensez à d'autres pays qui sont vraiment complètement surendettés.
Ce sont ces pays qui vont vraiment traverser une période très difficile. Donc les populations du Sud global, et même dans des pays comme l'Inde, si les prix augmentent et que le prix du pétrole grimpe, il augmentera encore plus en termes de roupies. Par conséquent, cela se traduit par une inflation plus élevée. Les revenus monétaires des travailleurs n'augmentent pas en conséquence. Et donc, il y a en réalité une véritable pression sur les travailleurs. Ainsi, partout, dans les pays surendettés comme dans ceux qui ne le sont pas, les travailleurs seront les véritables victimes de cette situation. Et indépendamment des développements militaires, de la trajectoire militaire ou de ce que l'Iran pourrait faire dans le détroit d'Ormuz, les simples implications financières seraient déjà assez désastreuses. Et bien sûr, si l'Iran agit sur le détroit d'Ormuz et que les prix du pétrole augmentent, la situation deviendra encore pire. Je reviendrai sur la question de l'inflation. Mais professeur Wolf, pourriez-vous répondre brièvement à ce que le Financial Times indique dans l'un de ses rapports, à savoir qu'il pourrait s'agir d'une tentative désespérée de sauver l'hégémonie du dollar? Est-ce le cas? Eh bien, souvenez-vous, le problème des États-Unis et de M. Trump, c'est qu'il veut préserver l'hégémonie du dollar, tout en souhaitant également rendre le dollar moins cher, afin de relancer les exportations et de rapatrier une partie de la production manufacturière aux États-Unis. Personne n'a résolu cette contradiction absurde, et certainement pas lui. Donc non, il devrait être très ambivalent pour le moins, car il faut se placer du point de vue américain. Il est occupé à imposer des droits de douane. S'il apprécie aussi le dollar, alors il rend le problème des États-Unis en tant qu'exportateur exponentiellement plus difficile, car vous bloquez les importations par le biais des droits de douane, et vous avez également bloqué les importations parce que votre monnaie est en difficulté d'une manière ou d'une autre. Cela ne fait que rendre son travail plus difficile dans sa tentative de réorganiser la production mondiale. Dans certains cas, cela réussira. Le professeur Patnaik a cité l'exemple allemand. Je pense que c'est un point très important car il renforce ce que nous disions auparavant. En raison des sanctions contre la Russie et du fait que l'Europe occidentale ne peut plus accéder à l'énergie russe bon marché, pétrole et gaz, nous savons tous que le coût de l'énergie a fortement augmenté en Europe, au point de saper leur compétitivité par rapport au reste du monde, et de contribuer ainsi d'ailleurs au déclin plus rapide de l'Europe que ce que j'avais prévu, ou que beaucoup d'entre eux avaient anticipé. Et ils ont essayé de faire quelque chose à ce sujet, et ils ont échoué. Ce que les Allemands ont fait, c'est ce que j'ai dit que les États-Unis avaient fait après la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands ont conclu qu'ils ne pouvaient pas sauver le capitalisme allemand, à moins que le gouvernement n'intervienne et ne devienne le marché pour l'industrie allemande, qui ne peut pas être autorisé à partir, non pas pour des raisons économiques, c'est fini. Ils ont perdu cette bataille. Mais maintenant, ils peuvent utiliser, entre guillemets, la sécurité nationale pour justifier que le gouvernement allemand subventionne un complexe militaro-industriel là-bas pour les sauver. En réalité, de la même manière que les capitalistes américains ont sauvé leur système lorsque la fin de la guerre les a menacés. Remarquez encore une fois que la guerre, la menace de guerre ou la préparation à la guerre deviennent des soutiens mondiaux pour ce qui reste du capitalisme. Il s'agit donc d'une fusion croissante entre les entreprises et le gouvernement. Nous avons un nom pour cela, le fascisme. C'est en partie la raison pour laquelle on observe ce type de remise en cause des libertés civiles et des droits civiques. Car cette sonore entre le gouvernement et devient une condition nécessaire de les surmonter sur une glande.
Professeur Patnaik, je voudrais que vous nous expliquiez le rôle central du pétrole en ce qui concerne l'inflation, en particulier dans le Sud global. Il fut un temps où les États-Unis avaient un intérêt particulier à maintenir les prix du pétrole bas. Mais au fil des années, avec la constitution de réserves massives et l'augmentation de la production de pétrole de schiste, ils sont moins affectés. C'est d'ailleurs l'une des différences que nous avons observées pendant la guerre en Ukraine, entre l'Europe et les États-Unis. Mais, dans une grande partie du Sud global, la hausse des prix du pétrole a des conséquences dévastatrices sur la vie des gens ordinaires, sur les politiques des banques centrales, qui doivent alors augmenter les taux d'intérêt, ce qui a à son tour d'énormes répercussions fiscales et monétaires. Pourriez-vous expliquer à notre public international à quel point les prix du pétrole sont centraux, afin que nous puissions mieux comprendre les implications de cette guerre au-delà de l'Iran et de l'Asie de l'Ouest? Oui, absolument. L'unique intrant, ce qu'ils appellent l'intermédiaire universel, qui est d'une importance cruciale. En fait, aucune autre matière première ne joue un rôle aussi important sur le plan économique que le pétrole, en particulier dans le Sud global. Chaque fois qu'il y a une hausse des prix du pétrole, on se retrouve en réalité dans une situation où l'inflation se produit, les prix augmentent, et cela pèse invariablement sur la population active. Maintenant, le choc pétrolier initial était un peu différent, car ce qui s'est passé lors du premier choc pétrolier, c'est que lorsque les prix du pétrole ont augmenté, et qu'il y a donc eu une redistribution des revenus du monde entier vers les pays pétroliers, la propension des pays pétroliers à consommer, disons, des biens du Sud global était plus élevée que celle des pays avancés à consommer des biens du Sud global. The advanced countries' propensity to consume global South goods. Therefore, suppose it is the case that Supposons donc que les consommateurs américains aient dû payer plus cher pour le pétrole, et que par conséquent, le pouvoir d'achat ait été transféré de leurs mains à celle, disons, de certains cheikhs du Moyen-Orient. Les cheikhs du Moyen-Orient souhaiteraient venir à Bombay pour s'amuser, etc. Ce qui, d'une certaine manière, signifiait en fait un déplacement du modèle de consommation vers au moins certains biens du Sud global. Mais ce que nous observons aujourd'hui, ce n'est pas tant une hausse du prix du pétrole, mais plutôt une dépréciation de la monnaie, et par conséquent, une augmentation non pas du prix du pétrole en dollars, mais disons, du prix du pétrole en roupies. Par conséquent, ce qui se passe, ce n'est pas qu'il y ait un transfert de la répartition des revenus du Nord global vers les pays producteurs de pétrole, mais plutôt un transfert de la répartition des revenus du Sud global vers les pays producteurs de pétrole, ce qui ne peut en aucun cas entraîner une expansion nette de la demande de biens du Sud global. Ainsi, en réalité, ce qui se produit, c'est que les travailleurs du Sud global se retrouvent sous pression. Mais d'un autre côté, cette pression s'accompagne de ce que l'on pourrait appeler une récession inflationniste. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils seront sous pression à cause de l'inflation, qui entraînera une baisse de la demande de biens au sein du Sud global. Mais en raison de l'inflation, les gouvernements n'agiront pas pour stimuler la demande globale. Vous aurez donc une combinaison d'inflation et de récession dans le Sud global. Knowledge et les monnaies chutent par bereind. Ce serait merveilleux si un cheikh du Moyen-Orient venait réellement à Bombay ou à Hyderabad et parcourait les ruelles du Charminar, découvrant le patrimoine indo-islamique, plutôt que de passer du Texas à New York dans les enclaves des magnats de l'immobilier et des cercles bureaucratiques. Professeur Wolf, nous arrivons à la fin, mais je voudrais consacrer les 10 dernières minutes à discuter de cette question fondamentale, qui, selon moi, ne peut être évitée lorsqu'il s'agit du capitalisme, mais aussi du post-capitalisme, du socialisme, appelez-le comme vous voulez, à savoir la solidarité de la classe ouvrière.
Quelque chose que je ressens dans votre discussion sur le complexe militaro-industriel, c'est cette idée traditionnellement appelée l'aristocratie ouvrière, où des segments de la classe ouvrière, insérés dans des intérêts impériaux ou de classe, trouvent extrêmement difficile d'étendre leur solidarité au-delà de leur propre cercle. Et le contexte aux États-Unis n'est pas seulement la guerre, mais aussi la guerre contre les immigrés. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment cela a rendu la classe ouvrière aux États-Unis divisée, dans le sens où il devient impossible pour la classe ouvrière, en particulier l'aristocratie ouvrière aux États-Unis, d'étendre sa solidarité avec la classe inférieure aux États-Unis et par ailleurs avec leurs camarades du Sud global. Eh bien, la situation ici est comme toujours compliquée. Je tiens à préciser, pour éviter tout malentendu, que le mouvement ouvrier, les syndicats organisés des États-Unis, en particulier ces 5 ou 6 dernières années, se sont ouverts et ont accueilli les immigrés d'une manière qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Il se passe quelque chose dans la classe ouvrière qui commence à comprendre qu'il y a plus d'avantages à la solidarité avec les immigrés qu'à se joindre à leur stigmatisation. Cela dit, la stigmatisation reste néanmoins le motif dominant dans le pays, et il est très important que les gens comprennent pourquoi. Au cours des 40 dernières années, les États-Unis ont connu une redistribution massive de la richesse et des revenus du bas et du milieu vers le sommet. Il est essentiel de comprendre cela, car c'est le contexte et l'arrière-plan de presque tout le reste qui s'est produit. J'exagère, mais c'est pour bien faire comprendre le propos. On s'est essentiellement adressé à la masse des ouvriers blancs dans l'industrie manufacturière et on les a privés d'emploi. Et on a privé ces hommes et leurs familles de tout avenir dans les emplois manufacturiers pour les hommes blancs, dont beaucoup étaient syndiqués et donc mieux payés que le reste de la classe ouvrière américaine. Qu'ils constituent une aristocratie au sens où Lénine l'entendait, c'est un autre débat, mais ils étaient assurément mieux payés, et ainsi de suite. Ils ont été mobilisés, et le sont toujours, pour soutenir le complexe militaro-industriel, car c'est là que subsistent les emplois manufacturiers, là où les syndicats existent encore. L'armée a pris grand soin de répartir ses usines dans les 50 États, afin que chaque sénateur et chaque représentant comprennent qu'une part significative de leur électorat, où qu'il soit, est liée à l'armée. Ils se sont donc mobilisés pour rendre ce groupe très particulier. Mais il reste toujours le problème que la masse des travailleurs américains, l'écrasante majorité, a souffert, et en particulier les ouvriers blancs, masculins syndiqués dans l'industrie manufacturière. Ils ont perdu leur emploi à cause de l'automatisation, ils ont perdu leur emploi à cause de la délocalisation des entreprises hors des États-Unis, et ils ont perdu une partie de leurs emplois, de loin la plus petite part, à cause des immigrés. C'est alors qu'intervient le politicien démagogue. Le politicien démagogue assemble l'histoire que je viens de vous raconter avec 2 autres faits. Au cours des 20 à 30 dernières années, nous avons eu aux États-Unis des mouvements sociaux réclamant l'égalité des chances pour les personnes noires et métisses, ainsi que la fin de la position de seconde zone des femmes. Ce que les démagogues ont fait, et ils l'ont fait habilement, c'est de dire à la masse des ouvriers blancs de l'industrie qui souffraient réellement, qu'ils souffraient à cause de l'élite du Parti démocrate, l'élite qui occupe la côte Est et la côte Ouest des États-Unis, et que c'était elle l'ennemi. Cette élite favorisait les personnes noires et brunes, les femmes et les immigrés. Et c'est pour cela que vous souffrez. Remarquez ici que la réalité
À savoir que c'est l'employeur qui vous a remplacé par une machine, ou que c'est l'employeur qui a décidé de délocaliser la production à Shanghai, Hyderabad ou ailleurs, est évacué du récit. Ainsi, la classe dirigeante finance le démagogue pour organiser la colère des victimes contre les femmes, les personnes noires et métisses et les immigrés. Et les plus dangereux seraient les femmes, car elles représentent la moitié de la population. Les deuxièmes plus dangereux sont les personnes noires et métisses, car elles représentent 25% de la population. Mais la cible la plus facile, le maillon faible, les plus vulnérables, ce sont les pauvres immigrés d'Amérique centrale, d'Afrique ou d'ailleurs. Et regardez le langage de notre président. Nous sommes envahis. C'est l'imagerie des enfants, ce qui est souvent le cas avec ce genre de politique. C'est la recherche de boucs émissaires. Mais c'est tellement tiré par les cheveux, tellement absurde de penser que 10, car c'est de cela qu'il s'agit, 10 millions des personnes les plus pauvres de la planète arrivant aux États-Unis représentent une menace pour et une explication de l'effondrement d'une économie de 330 millions d'habitants. C'est tellement insensé, tellement délirant que nous pouvons le dire. Et les gens le savent, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est donc une décharge de rage pour l'homme blanc de la classe ouvrière, mais son utilité est limitée. Et alors que le gouvernement essaye de la maintenir en place en créant une police spéciale portant des masques, ne s'identifiant pas, ce qu'on appelle l'ICE, la police spéciale ICE, brutale et violente, cela provoque un retour de bâton sévère. Il y avait autrefois les Brooklyn Dodgers, ils sont maintenant les Los Angeles Dodgers, une équipe de baseball très populaire. Ils ont affronté les agents de l'ICU venus arrêter un immigré et les ont forcés à quitter le stade. Et ils ont annoncé hier la création d'un fonds d'1 million de dollars pour aider les victimes de l'IC. C'est la pire publicité imaginable pour cette initiative. Et c'est déjà un signe que cela a atteint ses limites. Il y aura un énorme retour de bâton quand il arrivera. Professeur Patnaik, très rapidement, concluez en nous disant comment. Je voudrais simplement faire 3 remarques à ce sujet, en guise de conclusion. Oui. La première, pour compléter ce que le professeur Wolf vient de dire, c'est qu'il existe une statistique importante. Le salaire réel d'un travailleur américain moyen en 2011 était légèrement inférieur à celui de 1968. En d'autres termes, il a augmenté puis diminué, et par conséquent, la colère et la frustration que l'on observe sont compréhensibles. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la crise du capitalisme néolibéral, l'agressivité de l'impérialisme contemporain et ce que le professeur Wolf a très justement souligné, cette tendance, cette montée du fascisme, sont en réalité des phénomènes liés. Ils représentent tous, d'une certaine manière, un système mourant, un système en déclin. Mais attention, un système en déclin peut être extrêmement dangereux. Oui, mais je pense qu'une façon de lutter contre cela est, comme vous l'avez dit, d'unir le peuple autour d'un ensemble d'avantages universels. Je veux dire, par exemple, des droits économiques universels, afin que cela ne concerne pas seulement les immigrés, mais tout le monde, les travailleurs américains blancs, les noirs, les immigrés africains, et ainsi de suite. Et cela ne peut être réalisé que sur la base d'un programme de gauche progressiste, avec une taxation de la richesse, une taxation des héritages, pour mobiliser des ressources et répartir les bénéfices du progrès à travers l'ensemble des travailleurs. Ce sera un programme de gauche, mais il nous permettra de dépasser l'impasse actuelle dans laquelle le capitalisme a plongé l'humanité. Nous allons nous arrêter là, professeur Wolf et professeur Patnaik. Merci beaucoup pour cette conversation très opportune, merveilleuse et, je dois le dire, unique sur le sujet.
J'ai suivi ce débat jusqu'à la nausée dans les médias traditionnels et sur YouTube, et je n'ai pas vu beaucoup de personnes placer le capitalisme au centre de la guerre. Ce fut un véritable privilège pour moi de vous recevoir tous les deux. Merci encore une fois, vraiment. Merci. Thank you. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don pour soutenir la cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.